Tendance première. 10h, 11h30. Et nous commençons donc, comme je le disais, avec Myriam Camou. Bonjour Myriam. Bonjour Véronique. De greencoachnutrition.com pour votre site coach en nutrition certifié en nutrithérapie. On va parler avec vous des causes méconnues de la prise de poids. Avant ça, votre confinement, ça s'est bien passé ? Écoutez, c'était un peu comme pour tout le monde. C'était pas la joie de se sentir privé de liberté. Mais heureusement, le beau temps était avec nous. Et voilà, c'est passé maintenant. Vous n'avez pas trop mangé, vous ? Écoutez, pareil. Et pourtant, j'ai pris du poids et je vais vous expliquer. Ah, sérieux ? Oui, tout à fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une des causes méconnues de la prise de poids. Ah, eh bien, on va donc en parler. Et effectivement, alors, il y a les causes que l'on connaît évidemment. Ici, ce sont des causes qui sont plus méconnues, donc que l'on maîtrise un petit peu moins et qui pourraient être effectivement à la base de cette prise de poids dont beaucoup se plaignent durant cette période de confinement. Exactement. Et on va parler d'abord, alors, d'une chose quand même qui est plutôt évidente. Manger trop sucré, c'est pas bon pour la santé. Voilà, donc ça c'est vraiment la première cause de prise de poids, c'est de mettre le focus sur les calories plutôt que sur l'index glycémique. L'index glycémique, c'est une notion beaucoup plus significative que la notion de calories. Oui. Elle nous donne une idée de l'impact réel qu'a un aliment sur notre glycémie et donc sur notre prise de poids. Et c'est quoi l'index glycémique exactement ? Voilà, l'index glycémique, c'est un chiffre en fait qui se situe entre 0 et 100 et à chaque aliment correspond un chiffre. À partir du moment où on est dans les chiffres élevés, c'est que l'aliment va être digéré très rapidement et va élever très rapidement notre taux de sucre sanguin. Ce qui va provoquer une sécrétion importante d'insuline. Et donc, qui dit sécrétion importante d'insuline, dit stockage de ce sucre sanguin sous forme de graisse corporelle. Typique des céréales, petit déjeuner. Exactement, oui, exactement. Et donc on croit souvent que les aliments qui élèvent fort notre glycémie sont ceux qui ont du sucre ajouté, par exemple. Eh bien, c'est pas toujours le cas. Enfin, si, c'est toujours le cas. Mais il y a d'autres types d'aliments qui, malgré le fait qu'il n'ait pas de sucre ajouté, qui élèvent très fort notre glycémie, comme la galette de riz, la galette de maïs, le lait, les produits laitiers, qui ont un indice insulinique très élevé et qui donc provoquent une sécrétion importante d'insuline, laquelle va directement transformer ce sucre excédentaire en graisse corporelle. C'est ça. Et donc, en plus, nous fera manquer d'énergie et de quoi que ce soit au bout de 2 heures, et donc on aura envie de remanger 2 heures après, et on tombe dans une espèce de cycle infernal. Tout à fait, c'est le cycle infernal de l'hyperglycémie à laquelle suit l'hypoglycémie réactionnelle. Et donc, à partir du moment où on est en hypoglycémie réactionnelle, on a faim, on a une incapacité à se concentrer et on a envie de se jeter à nouveau sur quelque chose de sucré. C'est ça. Raison pour laquelle je conseille évidemment toujours la même chose, à savoir commencer sa journée avec un petit déjeuner plutôt salé, à faible index glycémique, qui va élever lentement la glycémie, qui va produire peu d'insuline et qui va nous apporter de la satiété long terme et pas de stockage de ce qu'on mange comme sous forme de graisse corporelle et plutôt comme source d'énergie. Mais là, je comprends pas parce que les galettes de riz soufflé, en général, elles sont salées, elles n'ont rien de sucré, à moins d'être enrobées de chocolat. En plus, j'imagine que ça, c'est encore pire qu'une galette de riz toute simple. Mais elles n'ont rien de sucré, donc ça vient d'où Alors, ça vient du fait que ces céréales, non seulement elles sont raffinées, mais en plus elles sont extrudées, elles sont chauffées à ultra haute température. Et donc ces céréales, et je parle également des céréales du petit déjeuner, sont ultra transformées, sont soufflées, sont extrudées et vont être digérées ultra rapidement par l'organisme et donc élever très rapidement la glycémie. Servir un bol de céréales à vos enfants revient vraiment, céréales industrielles, soufflées et autres, et je parle même des petites céréales soufflées sans sucre ajouté. Servir à votre enfant ce type de petit déjeuner revient vraiment à leur servir un bol de confiserie. Ça a le même impact sur la glycémie et en plus, au niveau nutriments, c'est pareil, c'est 0 nutriments. C'est ça. Pas de fibres, pas de vitamines, pas de minéraux, sauf si évidemment sur le paquet de céréales, on vous dit qu'il y a des vitamines enrichies en. Ce magnésium, ce fer et autres ne sont pas biodisponibles. Ils ne sont pas assimilés par l'organisme puisqu'ils sont souvent, ce sont souvent des formes bon marché qui ne sont absolument pas assimilées par l'organisme. Donc ça sert à rien. C'est du pur marketing. L'allégation est vraie parce qu'il y a effectivement, mais pour nous, ça ne sert à rien. Tout à fait. Donc, quand on dit que les céréales industrielles sont enrichies en fer, il s'agit d'oxyde de fer. D'ailleurs, si vous regardez bien au fond du paquet, vous verrez de la petite poudre. Et donc, en fait, c'est du fer. Et donc cet oxyde de fer, il n'est absolument pas biodisponible et il ne permet pas
d'être assimilé. C'est ça. Première petite réaction par rapport aux céréales. On a Jeanne qui a réagi en disant j'ai l'habitude, pas tous les jours, mais régulièrement en tout cas, de consommer des flocons d'avoine que je fais cuire, soit avec de l'eau, soit avec du lait selon mes humeurs. Est-ce que là aussi, il y a un danger pour l'index glycémique? Non, pas du tout. Les flocons d'avoine sont sont un aliment à faible index glycémique. Il s'agit en fait de graines d'avoine, qui sont dures, comme n'importe quelle graine de blé ou autre. Ils sont chauffés à basse température, à 40 degrés, et ils sont aplatis. Et donc, ils sont pré-cuits, mais ils sont entiers. Ce sont des graines entières qui contiennent énormément de fibres et dont l'index glycémique est dans la colonne... c'est bon, c'est moins de 50. Exactement, moins de 50. Et donc, c'est considéré comme un aliment à faible index glycémique. Donc, consommer des flocons d'avoine le matin, oui. Mais je conseillerais plutôt soit de les faire tremper dans un lait végétal pendant toute la nuit. C'est ce qu'on appelle l'overnight porridge. Ouais. Soit de le cuire avec un lait végétal. Parce que le lait de vache, encore une fois, a un index, c'est un type d'index, c'est l'index insulinique très élevé. Et donc, le lait, même s'il est écrémé, fait prendre du gras parce que il va élever très fortement l'insuline. Avec tout type de lait végétaux, on peut faire ce mélange. Et est-ce que les laits végétaux se chauffent bien sans se dénaturer Tout à fait. Il faut savoir qu'un lait végétal, en fait, c'est 95% d'eau et 5% d'amandes, de noisettes. C'est un jus, en fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas nutritif, mais ça fait bien le boulot. Et alors, quand on laisse toute la nuit à froid, c'est bien ça, ça rend alors ça ramollit quand même la graine d'avoine et ça la rend plus particulièrement savoureuse et intéressante. Écoutez, c'est sûr que la cuisson détruit beaucoup de nutriments. Donc, à partir du moment où on va pas chauffer le flocon d'avoine, il va conserver tous ces nutriments. Et donc, je trouve que l'overnight porridge, non seulement c'est facile parce que ça nécessite pas du tout de temps de préparation. Le soir, avant de se coucher, on va mettre dans un petit bol, en verre ou dans un petit récipient hermétique, un lait végétal, des flocons d'avoine, si on le souhaite, un peu de miel, éventuellement quelques graines de chia qui vont gonfler, et on laisse ça reposer au frigo toute la nuit, et le lendemain matin, on peut mettre des fruits frais, des amandes, des noisettes, et en faire vraiment un petit déjeuner complet, qui n'est pas un petit déjeuner salé, mais qui reste un petit déjeuner à index glycémique tout à fait modéré. C'est ça. Oui. Dites, on peut s'arrêter 2 secondes sur les graines de chia? Oui, dites-moi. Alors, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, pas personnellement, mais par l'intermédiaire de ma fille. Et elle met ça dans du lait, puis alors elle laisse reposer dans le frigo. Et en fait, elle met des graines dans le lait. Et puis quand on le mange, on a l'impression de manger des fruits de la passion. Ça a la même consistance. Vous savez, ça pète un peu dans la bouche. Voilà, tout à fait. Mais ces graines, en fait, elles peuvent prendre jusqu'à 10 fois leur poids en eau. Et donc, en fait, elles gonflent et elles gélatinisent le liquide dans lequel on les met. Et c'est un procédé totalement naturel. Totalement naturel. Et donc, elles sont très riches en acides gras oméga 3 et en fibres. Et en gonflant dans le lait végétal ou autre, leurs nutriments vont être libérés, vont être beaucoup plus facilement assimilables. Et donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle un pudding aux graines de chia. Un verre de lait végétal ou de crème de coco ou autre, et plusieurs cuillères de graines de chia, et vous laissez ça reposer 2-3 heures au frigo, et ensuite vous avez un pudding. C'est excellent, ça. Oui, c'est très sympa. Et on rajoute un peu... On peut rajouter du miel ou du sirop d'érable ou Alors moi, j'aime bien rajouter de la noix de coco râpée dedans. Et puis ensuite, vous rajoutez n'importe quel fruit, un petit sucrant, des pépites de chocolat. Ça c'est bien. Et donc, ça, c'est pour l'index glycémique. Alors, on peut avoir une fourchette où on se dit, si on regarde les paquets de manière générale et qu'on voit index glycémique, on se méfie à partir de quel chiffre? Mais attention, l'index glycémique pas marqué. n'est jamais mentionné sur les aliments. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, la règle d'or est qu'à partir du moment où vous avez un aliment industriel transformé, voire ultra transformé, il n'aura jamais un index glycémique faible. Parce que 80% des aliments industriels sont enrichis en sucre, qui s'appelle pas toujours sucre, qui s'appelle sirop de glucose, fructose, maltose, dextrose et autres. Donc, les aliments à faible index glycémique, pour résumer, ce sont toutes les protéines animales, ce sont toutes les protéines végétales du style lentilles, haricots secs, pois chiches, toutes les noix, tous les fruits et légumes pratiquement, s'ils sont consommés entiers et de préférence crus. Et donc en fait, les aliments à faible index glycémique, ce sont des aliments vrais, bruts, qu'on transforme soi-même, tout simplement. C'est ça. Alors il y a des bonnes pratiques pour l'index glycémique, par exemple...
Il faut savoir que si vous cuisez des pâtes, plus les pâtes seront al dente, plus leur index glycémique sera faible. Si vous mangez des pommes de terre, il vaut mieux les manger froides parce que le fait que la pomme de terre refroidit resserre les amidons et donc cette pomme de terre sera digérée moins vite et donc va élever moins vite la glycémie. Mais de toute manière, en règle générale, il faut savoir que le blé et la pomme de terre sont des féculents qui élèvent très fort la glycémie. Donc le pain, tout ça, ce qu'on a l'habitude de consommer. Voilà, le pain de blé. Par contre, si vous consommez du pain de seigle et encore mieux fermenté au levain, l'index glycémique va vraiment chuter. Alors, si vous vous demandez quel est l'index glycémique de tel ou tel aliment, c'est très simple. Vous allez sur le site montignac.com, qui a été le précurseur, qui est le premier à avoir parlé d'index glycémique. Et donc, sur le site montignac.com, vous avez l'index glycémique de tous les aliments. Et comme ça, vous savez, voilà. On peut se faire une idée en fonction de ce qu'on fait. Mais finalement, moins on transforme l'aliment et mieux c'est. C'est ça la base. Alors, il y a aussi une bonne pratique pour sucrer, si on veut quand même sucrer, c'est d'utiliser le miel d'acacia ou le sucre de coco. Ce sont les deux meilleurs sucrants parce que non seulement ils sont bruts, ils sont pleins de minéraux, ils ne sont pas transformés ni chauffés à haute température, mais en plus ils ont un index glycémique qui se situe entre 25 et 30, alors que le saccharose, le sucre blanc de table habituel, a lui un index glycémique de 70. C'est ça. Donc voilà, et à partir du moment où la glycémie s'élève moins, il y a moins de stockage sous forme de graisse corporelle et c'est toujours plus intéressant. On a André qui parle du sucre de palme, nous dit-il. Ah oui, rien à voir avec l'huile de palme. C'est du sucre de palme, une espèce de sucre brun qui ressemble un peu à la cassonade, si je me trompe pas. J'en ai jamais entendu parler. Voilà. On se renseignera pour la prochaine fois. Très bien. Merci beaucoup, André, pour la question. Est-ce que c'est tout pour l'index glycémique ? Écoutez, oui. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter mon site, greencoachnutrition.com, sur lequel il y a énormément d'informations au sujet de tout type d'aliments. Et notamment de l'index glycémique. Et on va en profiter pour marquer une petite pause et se retrouver juste après. Signaler que vous êtes venus avec un petit cadeau pour nos auditeurs puisque ils ont l'occasion d'avoir accès à votre e-book, qui est toujours valable sur greencoachnutrition.com et vous leur offrez 5 euros de réduction. Tout à fait. Jusqu'à la fin du mois de juillet. Pour ce faire, vous allez sur le site greencoachnutrition.com. Vous allez commander l'e-book et puis vous devrez taper un code et ce code c'est TP5. TP comme tendance première, 5 pour les 5 euros. TP5 comme code donc pour avoir une réduction sur cet e-book. On se retrouve juste après, on va parler de ce qui va un peu nous déculpabiliser. Vous n'avez pas tant mangé que ça, vous avez fait attention, même si vous avez fait quelques petits excès, vous vous êtes mis derrière les fourneaux et vous avez décidé de manger sain et malgré ça, vous avez pris du poids. On vous dit pourquoi dans un instant. On se retrouve avec Myriam Camus qui est avec nous, greencoachnutrition.com. Alors, c'est vrai qu'on s'est tous plaints quand même de prendre du poids. Or, on n'a pas tous eu des fringales énormes. On s'est pas tous rués dans nos armoires pour consommer. On n'a pas tous fait du pain et de la pâtisserie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est assez simple. Il faut savoir que le stress, et on a tous vécu des périodes intenses de stress, même si on le réalise pas toujours, fait prendre du poids. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est stressé de manière chronique, sur le long terme, notre taux de cortisol s'élève et il faut savoir qu'un taux de cortisol élevé va provoquer du stockage de graisse au niveau abdominal particulièrement. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes stressés et le stress chronique, de manière prolongée, n'est pas normal pour l'organisme. L'organisme fait en sorte de mobiliser vraiment des sucres dans notre sang pour pouvoir faire face à un danger, en fait. Oui. Et lorsque ce stress est chronique et qu'il il n'est pas dû à un danger immédiat, qu'on reste dans cet état pendant longtemps, ce cortisol est, lui, pourtant toujours produit de manière très importante et nous allons stocker ce sucre sous forme de graisse corporelle et particulièrement au niveau abdominal. Alors il y a d'autres choses aussi. Il faut savoir que plus notre taux de cortisol est élevé, moins notre taux de sérotonine est élevé. Et la sérotonine, c'est ce neurotransmetteur de l'apaisement et du bien-être qui, si nous en avons en assez bonne quantité, va contrer les compulsions alimentaires sucrées. Donc, trop de cortisol, on stocke. Pas assez de sérotonine, on a des compulsions alimentaires sucrées, surtout en deuxième partie de journée. Et il faut aussi savoir que le taux de cortisol élevé va aussi élever le taux de gréline. Et la gréline, c'est l'hormone de la faim. D'accord. Voilà. Encore une fois, pour essayer de faire face à un éventuel danger qui aurait causé ce stress, nous allons augmenter notre apport énergétique. On a
une molécule, un truc de la L'hormone de la faim s'appelle la gréline. La gréline. Oui. Et à contrario, la leptine, c'est l'hormone de la satiété. D'accord. Voilà. Ah oui, donc ça c'est l'hormone qu'on libère, enfin que notre corps libère une fois qu'il est arrivé On est à repu, tout stocker. à fait. Et l'autre c'est celui c'est celle qui se libère pour dire c'est le moment, il faut aller manger. Exactement. Et alors il y a plusieurs facteurs qui vont influencer la montée de la gréline, l'hormone de la faim, ou la montée de la leptine, l'hormone de la satiété. Alors comment est-ce qu'on peut favoriser par exemple la leptine? Alors vous me tendez une excellente perche parce qu'il faut savoir, et je vais enchaîner tout de suite, qu'une troisième cause méconnue de la prise de poids, c'est le microbiote. Lorsqu'on a son microbiote en mauvais état, lorsqu'on a une mauvaise flore intestinale, on va prendre du poids pour deux raisons. La première, c'est justement qu'on va trop peu produire un acide gras à chaîne courte qui s'appelle le propionate et qui, lui, va nous donner un signal de satiété. Et donc, va augmenter le taux de leptine. D'accord. Donc, les personnes qui ont un mauvais microbiote, qui ont une flore intestinale déséquilibrée, ne vont pas assez bien synthétiser cet acide gras à chaîne courte qui s'appelle le propionate, qui est synthétisé par notre intestin. Et si on produit trop peu de propionate, eh bien, on produit trop peu de leptine, l'hormone de la satiété qui nous dit « stop, j'ai plus faim, maintenant c'est OK ». D'accord. Voilà. Mais il faut aussi savoir que lorsqu'on a un microbiote en mauvais état, ce microbiote, tenez-vous bien, va extraire plus de calories des aliments. Ça veut dire que deux personnes qui vont manger la même chose, l'une va avoir un bon microbiote de bonne qualité, l'autre un microbiote très déséquilibré. Eh bien, la première personne avec le bon microbiote va peut-être extraire 100 calories de ce qu'il mange et l'autre va en extraire 150. Parce que les mauvaises bactéries intestinales vont extraire plus de calories des aliments. C'est ça. Et qui va finir par se stocker. Tout à fait, qui va finir par faire en sorte que le compteur est plus élevé. Ah, voilà. Mais c'est terriblement injuste. C'est terriblement injuste et en même temps, c'est terriblement facile de rétablir les situations. Ah, voilà. Alors, ouais, quand même. Voilà. Alors, comment on fait pour rétablir son microbiote, pour l'assainir? Eh bien, on va faire des cures de probiotiques, mais on va aussi manger des aliments fermentés, comme différents types de yaourts, du kéfir et autres. Et on va nourrir nos petites bébêtes intestinales, nos bonnes bactéries intestinales avec des fibres. Donc nous allons avoir une alimentation riche en fruits, en légumes, en céréales complètes, en légumineuses et en noix. D'accord. Voilà. Alors, vous parliez de yaourt. On avait justement une question sur le yaourt grec, parce que c'est vrai qu'on parle plus du kéfir. Oui. Et on parle du yaourt grec. Moi, je me suis toujours demandé, mais est-ce que c'est pas juste un argument publicitaire? Est-ce que c'est pas devenu un argument publicitaire et que finalement, le yaourt grec n'a rien de particulier? Alors, la différence entre un yaourt classique et un yaourt grec, ou bien même le skyr, dont vous avez peut-être aussi entendu parler. Du tout, je découvre. Alors, le skyr, c'est un yaourt scandinave. Eh bien, c'est que dans le skyr et aussi dans le yaourt grec, la fermentation n'est pas à 100%. On rajoute de la crème, en tout cas dans le yaourt grec, on rajoute de la crème fraîche et donc le yaourt grec n'est absolument pas exempt de lactose comme un yaourt qui aurait été fermenté à 100%. C'est ça. Pour le skyr, c'est encore autre chose. Le skyr, c'est un yaourt entre le yaourt et le fromage blanc qui est très riche en protéines et en fait, il est très riche en protéines parce qu'on utilise 2 fois plus de lait pour le faire, pour le produire. Et donc, attention, dans les produits laitiers, caséine, molécule pro-inflammatoire, lactose indigeste pour beaucoup de personnes et toujours cet index insulinique élevé. Donc à limiter les produits laitiers. Alors du coup, on fait comment alors pour soigner son petit microbiote et le rééquilibrer en dehors des probiotiques qui sont relativement chers quand même quand vous les achetez Oui, c'est vrai que les probiotiques ont leur prix, mais ça reste encore accessible. Je pense que pour une cure de 60 jours, on va payer une petite vingtaine d'euros. Ah ouais? Oui. Ça a diminué. Il me semble que j'étais restée sur 60 € pour un flacon de probiotiques. Mais écoutez, à mon avis, c'est parce que la demande, maintenant les gens sont de plus en plus au courant, la demande a explosé. Et donc voilà, c'est comme pour tout, quand on produit en plus grande quantité, les prix diminuent. Mais donc on peut se tourner vers des produits qui sont plutôt aux alentours de, on va dire 20-25 €, quelque chose comme ça pour le flacon. Oui. On va pas se dire non plus que c'est un mauvais probiotique ou de basse qualité. Non, il faut toujours l'acheter en pharmacie et en faire en sorte, en fait, il y a 2 critères à prendre en compte. Le fait que ce probiotique contienne différentes souches bactériennes. Oui. Plus il y a de souches différentes, mieux c'est. Et plus il y a un nombre de souches importantes, mieux c'est. Vous ne devriez pas acheter de probiotiques dont chaque gélule contient moins de 10 milliards de bactéries. À 10 milliards 10 milliards ou 10 millions?
Ah bah écoutez, peu importe, milliard million, Voilà, c'est déjà un joli nombre dans ces petites gélules, l'air de rien. Alors on va revenir un tout petit poil en arrière. Donc pour soigner sa flore intestinale et son microbiote, il faudrait pouvoir aussi consommer des yaourts, mais alors plutôt du kéfir. Non, moi je dirais des yaourts à base de lait de soja ou des yaourts à base de lait de coco qui sont fermentés avec des ferments lactiques. Ou alors, on peut évidemment manger tout ce qui est lactofermenté. Bon, ah bah oui, ça revient à la mode. Les légumes qu'on a fait... Les légumes lactofermentés, et voilà, qui contiennent un très grand nombre de bonnes bactéries. Et on consomme le liquide dans lequel on a mis les légumes? Non, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas pas là, parce que ce c'est pas là liquide qu'on va se retrouver le plus de... Ce liquide est généralement très salé, puisque c'est le principe de la lactofermentation. Et donc, le légume en lui-même a développé à sa surface un très grand nombre de bactéries, de bonnes bactéries, qui vont vraiment venir ensemencer l'intestin. Alors, on parlait du stress aussi juste avant. Oui. Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent nous déstresser et justement baisser ce taux de cortisol? Oui, tout à fait. C'est tous les aliments qui vont élever notre taux de sérotonine. Ouais. Donc en fait, ça fonctionne un peu comme un levier. Si on élève notre taux de sérotonine, neurotransmetteur de l'apaisement et du bien-être, on abaisse notre taux de cortisol, hormone du stress, de l'angoisse, etc. Et donc comment on va faire pour élever notre taux de sérotonine? Eh bien, en deuxième partie de journée, on va consommer des aliments plutôt glucidiques, mais attention, de bons glucides à faible index glycémique, j'entends. Et on va totalement laisser de côté les aliments protéinés, qui, eux, ont plutôt tendance à booster notre dopamine, neurotransmetteur de l'énergie. Et donc, pour synthétiser cette sérotonine, neurotransmetteur de l'apaisement et du bien-être, on va manger au goûter, par exemple, une banane, du chocolat noir, des noix de cajou, qui vont favoriser la synthèse de cette sérotonine. C'est ça. Et on va faire un repas du soir plutôt glucidique végétarien qui contient des céréales complètes et des légumineuses, évidemment une belle quantité de légumes, en sachant que si on mange des protéines animales, ça va contrarier la synthèse de la sérotonine. C'est ça. Donc on oublie le barbecue du soir. Mais on essaye, en tout cas autant que peut se faire, évidemment, c'est pas toujours évident, de consommer les protéines animales plutôt en première partie de journée. C'est ça. Et une bonne petite salade le soir, des salades composées, quoi, des salades avec écoutez, le soir, oui. Alors attention, il faut pas se ruer dessus. Non, juste en rester à la salade. Il faut pas avoir peur de consommer de bons glucides le soir. Ils souffrent d'une mauvaise réputation. Si je mange des glucides le soir, je vais les stocker. C'est faux. Des glucides à faible index glycémique vont avoir un effet intéressant sur la satiété. Donc du coup, à 11h du soir, on va pas aller prendre le pot de glace qui traîne au freezer. Et un effet aussi sur la synthèse de la sérotonine. Alors j'entends patates douces, quinoa, riz complet, et de l'autre côté, des lentilles, des pois chiches, des haricots secs, voilà, avec une belle quantité de légumes. Donc ça, c'est vraiment une bonne manière. Mais on peut aussi utiliser certaines plantes qui vont aider à favoriser cette sérotonine, à synthétiser cette sérotonine. Il s'agit d'une plante qui s'appelle la griffonia et d'une autre que vous connaissez bien qui s'appelle le safran. Ah oui, le safran, mais la griffonia, c'est de chez nous, c'est... La griffonia, alors je ne sais pas exactement où pousse la plante, mais la griffonia est une plante qui est précurseur direct de la sérotonine. D'accord. Voilà. Et donc, prendre une supplémentation en deuxième partie de journée de ces molécules qui sont vraiment naturelles et sans aucun effet secondaire, sinon j'en parlerai pas comme ça à la radio. La griffonia et l'extrait de safran sont de très puissants antidépresseurs naturels quelque part, puisque la sérotonine, c'est ce qu'on recherche tous et ce que recherchent aussi les personnes qui prennent des antidépresseurs, retrouver la sérénité. C'est ça, l'apaisement, comme on disait tout à l'heure. Et donc ça, on peut favoriser la consommation le soir. Tout à fait. Ouais. Mais moi, je pensais que justement, les glucides, ça empêchait de dormir. Non, pas du tout. Les glucides sont sédatifs, ont un effet sédatif. Tout à fait l'inverse. Donc c'est les protéines qui empêchent de dormir. Exactement. Les protéines ont un effet boostant. C'est ça. Du coup, j'en profite pour faire une petite parenthèse en disant que les grands sportifs qui veulent courir un marathon et qui pensent qu'il faut absolument manger un plat de pâtes avant de courir, se trompent totalement au niveau de la bonne pratique. François Van der Velde, si tu nous écoutes... Parce que ces pâtes, non seulement vont être digérées de manière moins rapide que les protéines, mais en plus vont avoir cet effet sédatif. Donc... Les réserves de glycogène, de glucose, lorsqu'on a une grande compétition sportive, doivent être faites quelques jours avant
et pas juste avant de courir. Donc juste avant le repas, enfin s'ils prennent par exemple, si on prend, je prenais le même exemple avec François Vandervelde parce qu'on avait parlé du fameux glycogène. Oui. Et on se disait les cyclistes qui vont démarrer leur course le matin, ils prennent un plat de pâtes 1 heure à peu près avant et puis hop, on démarre la course. Ça c'est pas une bonne idée du tout alors. Écoutez, non, c'est pas une bonne idée du tout. On fera peut-être un jour une émission sur l'alimentation sportive, hein. Mais effectivement, l'idée déjà est de consommer un repas complet au moins 3 heures avant le début de la compétition. Oui. Donc la digestion ait déjà fait son travail et que la digestion qui coûte en énergie ne prenne pas le pas sur la performance. Ouais. Et si on n'a pas eu le temps de prendre un petit déjeuner, et je dirais bien un petit déjeuner plutôt protéiné, alors là on peut prendre un petit encas juste avant la compétition, mais ce sera une date, quelques noix et pas du tout le gros plat de pâtes. C'est ça. Et donc pour les gens qui font des marathons, parce qu'avec François c'était l'exemple aussi que lui donnait, c'était pour les gens qui font du marathon, ils doivent se préparer et plutôt consommer ça déjà 3 jours à l'avance. Oui, même à J-5, J-6, on fait son J-4 ou 5, on fait son dernier gros entraînement. Ouais. Et à ce moment-là, on refait ses réserves de glycogène. Et le lendemain, on refait encore un tout petit peu ses réserves de glycogène. Après, on mange totalement normalement. Et voilà, c'est pas l'idée de refaire ses réserves de glycogène juste avant la course, c'est pas la meilleure idée. Je crois que c'est ça qui m'expliquait qu'il fallait se préparer longtemps à l'avance. Que ça et après, pendant la course, là, on va boire des boissons qui contiennent tout ce qu'il faut, que ce soit des sels, énergisantes, ou du sucre, directement assimilé. Hein. Mais ne parlons pas que de sportifs. Revenons-en à nos moutons. D'ailleurs, on va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, parce que les informations vont arriver. On se retrouvera évidemment juste après pour reparler aussi d'une autre cause méconnue de la prise de poids, en tout cas très certainement sous-estimée, si certains en ont déjà entendu parler. Il s'agit de la thyroïde et on y revient dans un instant. Myriam Camou est toujours avec nous, comme je le disais, et coach nutrition certifié en nutrithérapie. Je le disais aussi avant les infos, on a tous déjà plus ou moins entendu que la thyroïde jouait un rôle sur notre poids. Mais les gens savent pas du tout ce que c'est et on ne maîtrise pas. Alors je dis les gens, moi pareil, et y compris. Qu'est-ce qui se passe entre la thyroïde et cette prise de poids ? La thyroïde, c'est un peu le chef d'orchestre de notre organisme. Elle va, si vous voulez, faire en sorte que notre métabolisme tourne comme il faut, ou tourne trop rapidement ou au ralenti. Donc lorsque notre thyroïde tourne au ralenti, eh bien notre métabolisme va tourner au ralenti et on va avoir tendance à brûler trop peu de calories et donc à prendre du poids. L'hypothyroïdie, elle peut survenir dans différents cas. Alors, il existe une maladie auto-immune qui s'appelle la maladie d'Hashimoto qui fait que nos hormones thyroïdiennes sont détruites par notre propre organisme et donc les personnes qui sont en hypothyroïdie chronique vont prendre une supplémentation d'hormones thyroïdiennes. Mais on peut aussi n'avoir aucune maladie auto-immune et avoir une thyroïde qui tourne au ralenti pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'on est carencé en micronutriments qui sont des micronutriments clés pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Ces micronutriments, c'est le zinc, l'iode et le sélénium. Donc, si vous êtes carencé en zinc, en iode et en sélénium, il est fort probable que votre thyroïde n'arrive pas à synthétiser correctement les hormones thyroïdiennes qui vont faire en sorte que votre organisme tourne et qu'en fait, vous brûliez assez de calories. Lorsqu'on est en hypothyroïdie, on va être tout le temps fatigué, déprimé, on va perdre ses cheveux. Et donc, voilà, ça peut être des signes qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille et faire en sorte que vous testiez votre taux d'hormones thyroïdiennes, en fait. Ça peut être la thyroïde, ça peut être aussi la 5e clé de la perte de poids, tout simplement un déficit, une carence en micronutriments clés. C'est ça. Voilà. Donc, mais j'en reviens vite à la thyroïde pour dire que notre thyroïde peut aussi ralentir et dysfonctionner avec l'âge. Oui. Et qu'à partir du moment, entre autres pour les femmes qui entrent en ménopause, leur thyroïde commence à ramer. Et donc, il faut être aussi très attentif à ce moment-là à non seulement combler ses carences en zinc, en iode, en sélénium, à aller voir un bon endocrinologue qui va faire un bilan sanguin. Globalement, qui dit ralentissement de la thyroïde dit ralentissement du métabolisme. C'est ça. Voilà, donc un enfant a un métabolisme qui tourne à fond. Oui, ça va, ça. Voilà. Et puis ensuite, on a, surtout nous les femmes, des périodes qui sont plus compliquées au niveau hormonal, qui vont faire en sorte qu'on va stocker. Il n'y a pas que les hormones thyroïdiennes, il y a aussi toutes les hormones, œstrogènes et autres, à l'adolescence, à la grossesse, à la ménopause. Et donc, il s'agit en fait, si vous voulez, de faire un bilan hormonal complet. Et de surveiller ça malgré tout. Voilà. Et donc, ces micronutriments, donc le zinc, le sélénium
et l'iode. l'iode. Ça, c'est les 3 micronutriments clés pour la thyroïde. Mais il en existe d'autres. Ah, Voilà. Et donc, j'en viens à cette 5e clé méconnue de la prise de poids, c'est le fait d'avoir des carences en micronutriments clés. Alors, quels sont les micronutriments clés qui sont cruciaux vraiment pour moduler son poids? Il s'agit du magnésium et des acides gras oméga 3. Le magnésium, les réserves de magnésium s'épuisent lorsqu'on est trop stressé. Voilà. Ah, on en revient au stress. Exactement. Donc, lorsqu'on est stressé, on épuise nos réserves de magnésium, mais la supplémentation quotidienne en magnésium est vraiment très importante pour faire en sorte que ce qu'on mange puisse être utilisé comme source d'énergie et ne se stocke pas sous forme de graisse corporelle. Le magnésium est aussi hyper intéressant parce qu'il calme l'hyperactivité cérébrale. Donc, c'est tout bénéfice. C'est ceux qui réfléchissent trop, ça. C'est ceux qui n'arrivent pas à déconnecter la Ouais, c'est prise, surtout à l'heure du coucher. Voilà. Mais alors, on le trouve où, le magnésium Alors, le magnésium, on le trouve dans le cacao, dans les noix et dans plein d'autres aliments naturellement, dans les graines aussi de sésame. Mais le problème, c'est que notre alimentation est trop pauvre en magnésium, d'une part, et qu'en plus, on épuise nos réserves de magnésium à cause de notre mode de vie moderne. Tout le temps stressé, à courir à gauche, à droite. C'est ça, quoi qu'on fasse, on aura un déficit à un moment, alors plus ou moins important en fonction des personnes. Exactement. Mais alors, des études ont prouvé que 95% de la population belge-française, 95% de la population est carencée en magnésium. Donc, c'est vraiment, et attention, il faut prendre une bonne supplémentation en magnésium, il faut choisir un bon sel de magnésium, à savoir le glycérophosphate de magnésium ou le citrate de magnésium, et pas n'importe quel magnésium vendu dans les, au supermarché. Voilà. Il faut faire attention au type de magnésium. Celui, par exemple, qui est contenu dans les eaux, fortement minéralisé, est un magnésium qui est plutôt acidifiant et qui va aider au transit, mais qui va absolument pas apporter ce dont on a besoin. Voilà. Mais de nouveau, ça sert à rien, quoi. Bon, les allégations ne sont pas fausses, on le rappelle. Mais il y en a, c'est pas les... il y en a, mais c'est pas le magnésium dont on a besoin pour pouvoir utiliser ce qu'on mange comme source d'énergie. Mais alors, si je comprends bien, avec les micronutriments, on fait pas n'importe quoi non plus. Il vaut mieux se faire conseiller par un professionnel. Mais oui, effectivement. Et bon, généralement, par son pharmacien, tout simplement, qui connaît bien les molécules et qui peut vraiment bien vous aider. Et donc, j'en viens à parler des acides gras oméga 3, qui sont aussi vendus en supermarché ou en grande surface, attention, parce que les acides gras oméga 3 doivent être d'une qualité irréprochable. Les acides gras oméga 3, c'est le micronutriment essentiel à la perte de poids, parce qu'il va stimuler la combustion des calories et des graisses corporelles. Donc, des bonnes graisses pour aider à perdre les graisses installées, les graisses corporelles. Ces acides gras oméga 3 doivent idéalement être couplés à de la vitamine E, qui est un antioxydant et qui va permettre à ces acides gras oméga 3 de ne pas s'oxyder lors de la fabrication ou du stockage. Et je vous conseille de toujours mettre vos oméga 3 au frigo. Ah oui. Parce que ce sont des graisses très fragiles et très facilement oxydables. Macro, sardines, tout ça, non? Exactement. Ah ouais, alors là, si vous êtes un fervent consommateur de macro, de sardines, de harengs, et dans une autre mesure de thon, de saumon, eh bien, les acides gras oméga 3 d'origine animale sont bien assimilés par le corps. Pour autant, qu'on ne chauffe pas à trop haute température parce que les acides gras oméga 3 sont très fragiles à la cuisson. Alors justement, on a Julia qui réagissait par rapport à un truc qu'on a dit précédemment, par rapport au barbecue. Oui. Il fait un petit clin d'œil en disant on évite le barbecue le soir et c'est plutôt à midi. Oui. Et qui demandait si manger du poisson le soir, c'était meilleur que de manger effectivement de la viande. Et moi je rajouterais, mais des sardines grillées au barbecue le soir, est-ce que ce n'est pas si bon? Mais c'est bon, mais le problème, c'est que ce sont des protéines animales aussi, et que ces protéines animales, elles vont contrer la synthèse de la sérotonine. Et si on chauffe trop au barbecue, on va tuer le barbecue, là, le c'est pas mon pote, le barbecue. Le barbecue, malheureusement, provoque des molécules, qui sont des molécules plutôt toxiques à la surface des aliments. Même pour les légumes? Donc moi, attention. Je vois beaucoup de brochettes de légumes, des choses comme ça. C'est vrai, fait de plus en plus. c'est vrai, mais à partir du moment où c'est grillé, pour les légumes, la molécule qui est synthétisée est moins délétère pour la santé, mais pour tout ce qui est protéines animales, il faut faire très attention. Bon, oui. Mais donc, macro sardines, c'est aussi à midi plutôt? Oui, idéalement. Et moi, j'en mange même au petit déjeuner, figurez-vous. Alors, vous allez me dire, mais comment tu fais? Comment je fais? C'est facile. Avec un demi-avocat,
que j'écrase. Je mets une boîte de sardines à l'huile d'olive dedans, un peu de jus de citron et voilà, moi je trouve ça délicieux. Et l'intérêt de les manger le matin, est-ce que c'est justement aussi encore plus avantageux au niveau de ce que le corps va en tirer Ça va booster la dopamine, vous allez vous sentir en pleine énergie et surtout une satiété long terme. Manger un demi-avocat, des sardines, quelques légumes crus, éventuellement une tranche de pain de seigle de levain le matin, vous êtes calé jusqu'à 14 heures. Avec une bonne énergie, une satiété long terme, pas de fringales, pas de problème de concentration. Donc, à tester pendant les vacances, par exemple. Et alors, je terminerai avec la vitamine D, évidemment, qui est anti-inflammatoire et antidépressive, qu'il ne faut pas oublier. Tous les jours de l'année, la vitamine D est vraiment essentielle parce qu'au même titre que le magnésium, nous sommes 95% à être carencés en vitamine D. Et la vitamine D est essentielle pour le bon fonctionnement de l'organisme globalement, pas uniquement pour fixer le calcium sur les os. Ça, c'est vraiment ce qu'on sait de plus courant. Mais voilà, également pour le fonctionnement de la thyroïde, pour l'immunité et pour le moral. Mais ça, c'est parce qu'on sort pas assez, la vitamine D, qu'on en manque. Parce que disons que nous ne sommes pas faits pour vivre à l'intérieur. Non, voilà, c'est ça. Que si nous vivions à l'extérieur, bon déjà, oui, sous nos latitudes, le soleil n'est pas au rendez-vous tous les jours. Non, mais j'entendais quelqu'un qui m'expliquait que la lumière déjà suffit et que l'intensité de lumière joue beaucoup, effectivement, mais que aller se balader, même quand il pleut, c'est déjà capter quelque chose. C'est déjà capter quelque chose. Il faut le faire pendant l'hiver, il ne faut pas hésiter. Quoi. C'est vrai, c'est bon pour la vitamine D, c'est bon pour le moral. Plus on vit dehors, au mieux on se porte, ça c'est clair. Les 5 causes méconnues donc de la prise de poids, une alimentation trop sucrée avec un indice glycémique trop élevé, le microbiote appauvri, la déficience en micronutriments, la thyroïde qui tourne au ralenti et la sérotonine qui est en berne avec un taux de cortisol trop élevé à cause du stress. Tout à fait. On va donc surveiller ça et surtout se faire plaisir parce qu'on a quand même cité des bons aliments qui font plaisir aussi. Ah oui, évidemment, il est absolument pas question de se priver. Le cacao, par exemple, est un excellent aliment pour peu qu'on l'utilise à bon escient, qu'on mange du chocolat noir à minimum 70%, qu'on se fait des bonnes recettes avec du bon cacao que vous trouverez notamment dans mon e-book de recettes. Ah bah voilà. Avec une réduction jusqu'à fin juillet de 5 € si vous tapez le code TP5 sur greencoachnutrition.com. Merci beaucoup. Myriam. Merci Véronique. De belles vacances à vous et puis on se retrouve très vite à la rentrée. Merci. Oui, avec grand plaisir. Au revoir. Tendance première. 10h, 11h30.